Le verre du showroom s'anime sous les néons de Birmingham. Le nouveau Jaguar XJ220 repose comme un diamant incandescent. Son aileron coupé reflète la salle. Chaque courbe semble contenir la promesse d'une vitesse que personne n'a encore osé mesurer. Le public retient son souffle. Les flashs claquent comme des éclats de verre et le maître de cérémonie, vêtu d'une cravate en soie, déclame d'une voix qui crisse « 220 km/h, le futur est déjà ici ». Au même instant, un dossier confidentiel glisse sous la porte d'un bureau, son titre griffonné à la hâte. Projet fermé si aucune marge. Le contraste surgit comme un éclair mortel entre la célébration flamboyante et la première fissure qui se dessine dans l'ombre. C'est l'année 1988 et le Royaume-Uni, encore brisé par la crise industrielle des années 70, cherche désespérément à retrouver sa gloire automobile. Les usines de Coventry, où les machines grondent depuis 3 décennies, produisent des moteurs qui nourrissent les foyers de la ville, même si les rues se remplissent de chômage. Dans une petite maison à proximité, Margaret, veuve depuis 2 ans, regarde son fils Tom sortir du travail à 10h du soir, le visage marqué par la poussière du chantier. Elle porte chaque soirée un sac de riz, en souvenir des temps où la production de voitures signifiait des salaires fiables, et la nouvelle d'un concept super sport qui pourrait revigorer la communauté fait battre son cœur à la cadence d'une espérance nouvelle. Le jour du lancement, un invité inattendu franchit le seuil du hall. Le Cher de Brunei, vêtu d'un costume taillé à la perfection, pose son regard sur la silhouette métallique et, sans attendre de voir le prototype, signe un chèque de 250 000 livres. Le secrétaire, qui n'en avait jamais entendu parler, murmure à l'oreille du directeur. « C'est juste un concept, nous ne pouvons pas encore garantir la production. » Le Cher ne se retire pas. Il répète simplement « Votre vision deviendra notre fierté. » Le papier glisse, le silence s'installe, et une poignée de main scelle un accord qui ne reposera jamais sur le métal, mais sur la foi d'un investisseur qui veut croire en un rêve avant même qu'il prenne forme. Les premiers croquis du XJ220, dessinés à la main par les ingénieurs du département R&D, affichent un moteur V12 litres, une transmission intégrale et une carrosserie en alliage d'aluminium forgé. Les plans sont présentés comme le fruit d'un génie, et la presse décrit le projet comme la renaissance d'une nation. Mais sous la surface brillante du tableau d'affichage, les chiffres commencent à se brouiller. Un comptable, dont le nom ne figure nulle part dans les communiqués, calcule discrètement que le coût total du programme dépasse déjà 500 millions de livres, alors que le budget affiché reste à 300 millions. Il glisse le rapport à son supérieur, qui le feuillette d'un œil distrait, puis le replace dans un tiroir. Aucun murmure ne traverse la salle de conférence où les cadres célèbrent le succès. Mais le futur de l'entreprise se contracte comme un souffle retenu. Dans les rues de Coventry, les ouvriers de l'usine Jaguar, qui assemblent les transmissions pour les lignes de voitures familiales, regardent les annonces de la télévision qui parlent du XJ220 comme d'une icône qui viendra couvrir les routes de l'Europe. Le père de la famille de Tom, qui travaille depuis 30 ans à la chaîne, se rappelle les jours où l'usine produisait 2000 véhicules par an, tandis qu'aujourd'hui, les prévisions se font plus rares. Il raconte à ses enfants qu'il a vu la même scène se répéter à chaque grande annonce, et que le spectateur n'est jamais invité à voir le prix réel de la vitesse. Alors que le public se disperse, le directeur de l'usine, avec un sourire figé, s'aventure dans le parking pour contempler le prototype recouvert d'une bâche noire. Il pense à la promesse faite aux investisseurs, aux travailleurs qui comptent sur chaque nouveau modèle pour payer leurs factures, à la nation qui attend le drapeau britannique planté sur la prochaine ligne d'arrivée. Un murmure s'élève parmi les ingénieurs. Les dépenses en aluminium et le nouveau turbocompresseur sont déjà hors de portée. Un souffle de constat qui s'éteint avant même d'être entendu. Le reflet du XJ220 dans la vitre du showroom montre la silhouette d'une bête prête à bondir. Mais derrière le verre, une ombre se dessine, un tableau de chiffres qui clignote, annonçant une spirale que personne n'a encore anticipée. La prochaine étape de ce récit s'inscrit dans le laboratoire secret où la petite équipe de Jim Rendell, armée de rêves et de pièces détachées, se prépare à transformer le concept en une vérité mécanique.
Que se passe-t-il lorsque la réalité des coûts se heurte à l'ardeur d'une équipe qui travaille sans salaire? Dites-nous ce qui vous a le plus surpris dans cette première partie, et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le paradoxe entre la brillance d'un rêve et la noirceur d'un budget qui déborde. Et alors que les ingénieurs commencent à chuchoter des calculs impossibles, quel secret se cache derrière l'accord du Cher? Et pourquoi ce financement aurait-il pu finir par alimenter autre chose que le projet même? Le samedi soir de l'an 1989, un vieux hangar en bordure du canal de Birmingham se transforma en sanctuaire de l'ambition. Le toit, coulé de tôles ondulées comme les vagues d'un fleuve tranquille, vibrait sous le cliquetis de clés à molette et les chuchotements d'ingénieurs qui, sans la moindre rémunération, poursuivaient la quête d'une légende. Jim Randell, aux mains toujours légèrement tachées d'huile, était le chef d'orchestre de ce concert clandestin. Il était né dans une petite ville de West Midlands, où chaque foyer partageait la même pièce de théâtre. La survie, la forge du fer et le bruit de la locomotive qui passait une fois par semaine. Aujourd'hui, il dirigeait 12 esprits affamés de reconnaissance, chacun portant la cicatrice d'une promesse faite à son père, mort dans un accident d'usine lorsqu'il n'avait que 17 ans. Sur les tables usées, s'étalaient des plans griffonnés à la mine de plomb, des schémas de cylindres qui évoquaient la forme d'une hélice d'avion. L'équipe avait choisi un moteur V12 de 6,5 litres, hérité d'une série de taxis de luxe, et l'avait modifié jusqu'à ce que chaque piston crisse comme une corde de violon sous pension. Le budget, une abstraction jusqu'alors inoffensive, commençait à dépasser 500 millions de livres, un chiffre qu'aucun des techniciens n'aurait osé prononcer à la lumière du jour. Mais les investisseurs, ces voix invisibles qui alimentaient le feu, ne voyaient que le chiffre qui aurait fait lever le voile de la nuit, le record de vitesse qui ferait battre le cœur de chaque collectionneur. À l'extérieur, la ville de Birmingham, autrefois célèbre pour son industrie du fer, était en pleine métamorphose. Les usines se fermaient, les cheminées s'éteignaient et les rues se remplissaient de panneaux affichant « Réindustrialisation en cours ». Les politiciens se pressaient pour des projets de revitalisation, tandis que, dans le hangar, chaque boulon serrait la promesse d'un avenir qui ne pourrait jamais être livré à temps. La tension montait, comme la vapeur d'une chaudière prête à exploser. Chaque jour, les ingénieurs devaient concilier la rigueur scientifique avec la frénésie créative. Ils travaillaient 38 heures d'affilée, leur famille ne voyant qu'une silhouette épuisée franchir le portail au lever du jour, portant la fatigue comme une deuxième peau. La première fois que la carrosserie a été soulevée, la lumière du jour a caressé le chrome comme une prière silencieuse. Le concept était un cheptel d'aérodynamisme, où chaque courbe suivait la ligne d'une plume d'avion. Chaque aileron était un poème gravé dans l'acier. Les médias, dès les premières images, ont qualifié le projet de révolution britannique. Et les magazines d'automobiles ont inondé les vitrines de superlatifs. L'engouement était tel que les banques recevaient des chèques de plusieurs centaines de milliers de livres de la part de dignitaires du Moyen-Orient qui ne voulaient pas attendre la démonstration finale. La pression se solidifiait comme du ciment. Chaque promesse faite à ses commanditaires devenait un ânette de plus dans la chaîne qui menait au point de rupture. Dans le même temps, les dirigeants de Ford, qui préparaient la prise de contrôle de Jaguar, jetaient un regard analytique sur les comptes. Une équipe de comptables, installée dans un bureau éclairé par des néons verts, passait en revue chaque ligne du tableau budgétaire. Leur objectif était simple, réduire les coûts, éviter le surengagement qui pouvait menacer la rentabilité du groupe. La logique froide des chiffres s'infiltrait dans le laboratoire d'idées, et les premiers courriels de réévaluation des dépenses commençaient à circuler. Jim, qui n'était pas né dans un univers de bilan, ressentait déjà le frisson de l'irruption d'une autorité qui ne comprenait pas la magie du moteur qui rugissait sous leurs doigts. Le point de bascule arriva lorsqu'un investisseur du Golfe, après avoir reçu le premier prototype, demanda une version modifiée du véhicule pour y ajouter un système de navigation qui n'existait alors que dans les projets de la NASA. La réponse du chef de projet fut un simple « Nous allons faire de notre mieux ». Mais l'équipe savait que chaque modification supplémentaire était une porte ouverte à l'inexorable multiplication des coûts. Les heures supplémentaires passaient de 12 à 22, les factures s'accumulaient, et les familles des ouvriers se retrouvaient contraintes de louer des chambres supplémentaires pour héberger les enfants de leurs collègues qui,
trop épuisés, ne rentraient plus chez eux. À ce stade, le sang du projet circulait à travers 3 niveaux. Le bureau de l'entreprise, où les cadres décidaient des marges, le chantier du hangar, où la sueur des techniciens scellait chaque joint, et les rues de Birmingham, où la communauté observait, espérant que le succès de la voiture sauverait les emplois qui déclinaient. L'histoire se chargeait progressivement d'une gravité qui semblait inéluctable. Chaque pas en avant était accompagné d'un écho provenant du futur, un murmure qui annonçait que la trajectoire du projet allait bientôt être déviée. L'ultime tournant de cette ascension se manifesta lorsqu'un tableau Excel, envoyé à la maison mère, révéla que le coût de production d'une unité dépasserait de 2 fois le prix d'achat prévu, même en conservant toutes les spécifications d'origine. Ce chiffre, qui devait incarner la grandeur, se mua en spectre menaçant. Le comité de direction de Ford, avec leur regard déjà tourné vers l'efficacité, reçut le document à la lueur d'un écran de contrôle. La question qui se posa alors, avant même que les ingénieurs ne terminaient le dernier réglage du turbo, fut « Quel sacrifice peut-on consentir avant que la magie ne s'évanouisse ?» Derrière le silence qui suivit, les doigts tremblants de l'un des jeunes techniciens se posèrent sur le clavier, tapant une phrase qui allait déterminer le destin de l'ensemble du projet. L'avenir de la X220 reposait désormais sur une décision qui ne pouvait être prise que dans les couloirs feutrés d'une société cotée en bourse, loin des rêves de la nuit. Pourquoi le choix de transformer le cœur même du moteur se révéla-t-il décisif ? Restez avec nous pour découvrir comment la volonté de réduire les dépenses a remodelé la bête et comment cette transformation a ouvert la porte à une nouvelle crise que personne ne soupçonnait. Que pensez-vous de la façon dont des rêves technologiques peuvent être sacrifiés sur l'autel de la rentabilité ? Partagez votre avis dans les commentaires et dites-nous si vous avez déjà été témoin d'un projet qui a basculé sous la pression des chiffres. Votre point de vue pourrait éclairer les dilemmes cachés derrière chaque grande invention. Le choix qui paraissait à première vue la solution la plus sensée fut signé d'une ligne noire sur un feuillet à moitié froissé, dans une salle au néon pâle où les dossiers s'empilaient comme des tours de guet. Le comité de contrôle budgétaire, jadis silencieux, se leva en unissant leurs voix comme un orchestre de calculatrices. Nous ne pouvons pas supporter le coût d'un moteur V 12 kg. Il faut réduire la dépense d'au moins 250 000 livres, déclara le conservateur du département, son regard fixé sur le tableau Excel qui rougeoyait d'allègement. La proposition fut simple. Remplacer le V12 de 6 litres et demi par 2 V6 turbocompressés, plus légers, plus bon marché, mais tout aussi capables d'alimenter la promesse de vitesse. Aucun témoin ne s'éleva pour rappeler que la signature de la promesse n'était pas un simple chiffre, mais un serment gravé dans l'âme de la marque. Le passage à ces 2 V6 fut présenté comme une modernisation, un pas vers la rationalisation, et la presse fut inondée de communiqués vantant la nouvelle dynamique de propulsion. Sous le capot, les ingénieurs découvrirent rapidement que chaque centimètre de conduite était désormais un compromis. Chaque soupape, une menace de perdre le son que les passionnés avaient déjà entendu dans les premiers bancs d'essai. Les turbocompresseurs, ajoutés à la hâte, exigeaient des ajustements précis du système de refroidissement. Un réseau de canaux qui, lorsqu'il fut raccourci pour gagner du poids, laissait les pièces critiques à l'étroit d'un feu silencieux. Dans l'atelier de Coventry, où les machines criaient le rythme de la production, une jeune soudeuse du nom de Margaret regardait le tableau de bord se remplir de lignes de code que son père, ouvrier depuis 32 ans, ne comprendrait jamais. Elle se souvenait de la première fois où son père avait expliqué comment l'acier pouvait devenir une aile de velours pour un avion. Et maintenant, chaque minute passée à ajuster le système d'alimentation semblait voler un fragment de cette même dignité. Le soir même, son mari rentra tard, les yeux marqués par la fatigue d'une journée de manutention, et demanda pourquoi ils avaient accepté de travailler sur un projet qui, selon les rumeurs, ne serait jamais livré. Elle ne pouvait répondre, mais le son de la clé à molette qui se détachait dans le silence du garage était déjà une réponse. Les investisseurs, quant à eux, virent leurs prévisions éclipsées par une série de courriels contenant des annexes secrètes. L'un d'eux, un magnat du pétrole basé à Dubaï, apprit que la somme qu'il avait déboursée devait maintenant financer le redesign complet du châssis, alors que le modèle initial était déjà en phase de test.
La lettre, signée par le directeur financier, évoquait l'optimisation du portefeuille d'actifs, mais la phrase suivante, presque effacée, mentionnait un fonds de réserve destiné à couvrir les dépassements de coûts imprévus. Ce fonds, qui n'existait que sur le papier, était destiné à être alimenté par les précommandes déjà encaissées, transformant ainsi les rêves des acheteurs en une dette qui résonnait dans les couloirs des salles de réunion. Les clients, qui avaient payé un acompte de 150 000 livres pour une machine qui devait battre le vent, reçurent un courrier officiel. Le texte, d'un ton poli, annonçait que la version finale serait dotée d'un V6 double turbo-compressé et d'une suspension révisée, et que le prix augmenterait de 220 000 livres supplémentaires. Les acheteurs, aux yeux embués de déception, firent la lecture en silence, leur carte de crédit déjà marquée d'une signature indélébile. L'un d'eux, un marchand d'art à Milan, envoya un fax à son associé. « Si nous ne recevons pas la machine telle qu'elle a été promise, nous serons obligés d'annuler la commande. » La réponse, jamais envoyée, resta coincée dans le bureau de la comptabilité où le papier se recrocha, comme une porte qui se referme sur une pièce vide. Les pertes s'accumulèrent comme des vagues sur une côte rocheuse. Le service juridique, débordé, dut jongler entre les réclamations des acheteurs, les exigences des fournisseurs et la volonté grandissante de l'administration britannique de réduire les subventions industrielles. Chaque recours, chaque plainte déclenchait une cascade de procédures qui allongeait les délais, augmentait les frais et surtout alourdissait le poids moral des équipes de conception. Une nuit, dans la ville de Coventry, la lumière d'un phare se refléta sur le tableau d'affichage du service de production. Panneau de bord finalisé, attente d'approbation. La phrase se transforma en un rappel cruel du temps qui s'échappait, tandis que les machines tournaient en rond, nourries d'espoir qui s'était fané. Ce compromis technique, présenté comme une victoire de l'économie, devint le fil d'Ariane qui conduisit la Jaguar au bord du gouffre. Chaque ligne de la feuille de route, chaque mise à jour du logiciel d'injection, chaque relecture des accords de confidentialité renforça l'idée que l'on pouvait couper les branches sans toucher le tronc. Mais le tronc, sous la pression, commença à se fissurer. Au même moment, une voix isolée dans le laboratoire de R&D, un ingénieur nommé Thomas, remarqua une anomalie dans le tableau de calibration des turbocompresseurs. Les températures de surchauffe atteignaient des plafonds jamais enregistrés. Il alerta son supérieur, qui, débordé par les réunions de crise, repoussa le problème en promettant de revoir les paramètres dès que le budget le permettra. Le silence qui suivit était le même que celui qui s'abat sur une usine quand la machine s'arrête brusquement, laissant les ouvriers dans l'attente d'un redémarrage qui ne vient jamais. L'histoire du XJ220 n'était plus seulement une série de décisions financières. Elle était devenue un écho de promesses brisées, de familles qui se demandaient comment payer les factures, d'une ville dont le taux de chômage augmentait à chaque arrêt de la chaîne de montage. Le poids des chiffres sur le papier cachait le bruit sourd des machines qui se refroidissaient, le souffle arrêté des moteurs qui n'avaient jamais rugi, et les rêves qui s'évanouissaient dans les couloirs du pouvoir. Les archives de l'entreprise conservaient encore un document signé par le directeur de projet, stipulant que le moteur V12 était irremplaçable pour assurer la performance annoncée. Ce parchemin, aujourd'hui rangé dans un tiroir poussiéreux, pourrait bien détenir la clé d'un secret que personne n'a encore osé explorer. L'inquiétude grandissait, les marges s'étrécissaient, et le dernier tableau de bord, qui devait être présenté à l'exposition de Genève, demeurait incomplet. Au moment où les ingénieurs s'apprêtaient à finaliser le prototype, une note anonyme arriva sur le bureau du responsable qualité. Le composant que vous avez installé aujourd'hui révèle une faille qui pourrait compromettre la certification environnementale. La phrase, courte et glaciale, ouvrira la porte à un nouveau mystère. Pourquoi ce défaut n'avait-il jamais été détecté lors des tests précédents? Et qui aurait pu, dès le début, anticiper ce point de rupture? Quel serait, selon vous, le prix ultime à payer lorsqu'on sacrifie une vision au nom de la rentabilité? Partagez votre avis dans les commentaires et restez vigilants. Le prochain chapitre dévoilera qui, dans l'ombre, a réellement tiré les ficelles de ce drame. Le parfum du carburant saturait l'air du circuit de Nardo, alors que le chronomètre affichait la dernière décimale d'une trajectoire qui frôlait les limites du possible. Le pilote,
le regard fixé sur l'horizon, poussaient la machine jusqu'à 349 km/h, une cadence qui aurait dû sceller l'éternité d'un record. Mais le plafond, imposé par les catalyseurs, imposé par la législation naissante sur les émissions, freinait chaque impulsion. Et la barre des 354, promise à l'origine, restait un murmure dans les couloirs de la direction. À des milliers de kilomètres de cette piste, les marchés bousculaient leurs propres règles. Au Japon, la bulle immobilière s'écrasait, emportant les fortunes des investisseurs qui, quelques mois auparavant, avaient signé des chèques de plusieurs centaines de milliers de livres pour financer le rêve britannique. En Europe, les indicateurs d'activité s'affaiblissaient, les banques resserraient leurs lignes de crédit et l'appétit pour les voitures de luxe se refroidissait comme une vitre en plein hiver. Dans les ateliers de Coventry, les ouvriers qui assemblèrent le châssis ressentirent la première fissure de la réalité. Leur fils, né l'an dernier, venait d'être baptisé Speed, et le contrat qui les avait recrutés pour doubler leurs heures de travail était désormais réduit à un simple souffle. Leur visage, autrefois illuminé par la fierté de contribuer à un exploit, se voyait maintenant terni par le poids d'une feuille d'émission qui annonçait la suspension des livraisons. Leurs épouses, qui avaient décoré la cuisine de posters de la XJ220, s'interrogeaient sur les factures qui n'arrivaient jamais, sur les promesses qui ne pouvaient plus être tenues. La scène se jouait simultanément dans les bureaux de l'entreprise, où les chefs de service comptaient les heures d'atelier, comme on compte les gouttes d'une rosée matinale. Les décideurs, entourés de tableaux de bord aux chiffres rouges, déclaraient que le projet devait se recentrer pour atteindre la rentabilité. Des mémos circulaires, signés d'un directeur financier qui n'avait jamais touché le volant d'une Jaguar, rappelant que chaque kilogramme de métal ajouté au moteur était une charge supplémentaire sur le bilan. L'équation se fermait. Un coût de développement qui dépassait largement le budget initial, des clients qui réclamaient des véhicules déjà payés et une marque qui risquait de perdre son prestige. Le scandale éclata quand les premiers acheteurs reçurent, par courrier recommandé, une nouvelle fiche technique. Le V12 de 6,5 litres, cœur d'une promesse, avait cédé la place à un moteur V6 double turbocompressé. Plus léger, certes, mais incapable de reproduire la sonorité profonde de la bande-annonce qui avait séduit les collectionneurs. Les prix montèrent de 250 000 livres à 470 000, une hausse que les clients décrivirent comme une trahison. Dans une salle de réunion d'une banque de Zurich, un gestionnaire de portefeuille griffonna « risque de réputation » à côté du nom de la marque, et la note finale fut « préparer les clauses de résiliation ». Les dossiers juridiques se multipliaient comme des éclats de verre. Les avocats, vêtus de costumes sombres, discutaient des possibles indemnisations, tandis que les familles des ingénieurs, déjà épuisées par les longues nuits à bricoler la puissance, recevaient des appels nocturnes de leurs enfants, demandant pourquoi la voiture ne partait jamais. Un ouvrier du département de peinture racontait que chaque soir, il rangeait les pots de couleur dans le même coin où il gardait son pain, comme pour protéger un dernier fragment de beauté dans un monde qui s'effritait. Les médias saisirent l'occasion. Un grand quotidien britannique publia une photo en noir et blanc d'une XJ220 recouverte d'un drap blanc, comme un cercueil, sous le titre « Le mythe mourant ». Les critiques faisaient remarquer que la machine, pourtant conçue pour dominer les records, s'échouait dans les couloirs de la comptabilité. Les débats s'intensifièrent sur les plateaux télévisés, où les commentateurs d'une voix grave évoquaient le parallèle entre la chute de la XJ220 et celle des géants de la finance qui avaient perdu leurs repères. Les téléspectateurs, rivés devant l'écran, partageaient des hashtags qui virèrent rapidement en slogans de protestation. Pendant ce temps, les chaînes d'approvisionnement de la ville de Coventry, jadis animées par le vrombissement des machines-outils, se vidaient. Les fournisseurs de cuivre, qui avaient reçu des commandes pour les systèmes de refroidissement, virent leurs stocks s'accumuler, inutilisés, comme des reliques d'un futur qui ne viendra jamais. La municipalité, qui comptait sur les taxes industrielles pour financer les écoles locales, se retrouva à ajuster son budget, et les projets d'infrastructure furent retardés, affectant des dizaines de familles. Dans les salons de luxe de Londres, les collectionneurs qui avaient anticipé d'acquérir la première série de XJ220 se retrouvaient face à des contrats qui ne pouvaient plus être exécutés. Certains, désespérés, tentèrent de revendre leurs placements à des investisseurs étrangers,
tandis que d'autres, le regard vide, s'interrogeaient sur la valeur même d'un rêve vendu à prix d'or. Le silence s'installa dans les salles d'exposition, interrompu seulement par le cliquetis des verres, comme un rappel que la technologie, même la plus avancée, reste vulnérable aux caprices du marché. Le désastre atteignit son point culminant lorsqu'une assemblée d'actionnaires, rassemblée dans la salle principale de la direction, fit éclater la tension. Le tableau d'affichage projetait des graphiques en chute libre, les courbes de revenus s'effondrant comme des falaises. Le président, d'une voix tremblante, annonça que la production serait suspendue, que les usines seraient redirigées vers d'autres modèles et que la XJ220 ne verrait plus jamais le jour. Derrière lui, un technicien, les mains tremblantes, posa son casque sur la table, comme un symbole de tout ce qui avait été abandonné. Le dernier fragment de cette chute s'inscrivit dans la mémoire d'une ville portuaire du sud de l'Angleterre, où les pêcheurs, habitués aux tempêtes, observaient le naufrage d'un projet qui aurait pu rehausser le nom de leur communauté. Les fenêtres du quartier industriel étaient désormais bruyantes de silence. Les machines cessaient de ronronner, remplacées par le vent qui sifflait à travers les grilles rouillées. Et pourtant, dans le sillage de ce chaos, un murmure persistait. Une petite communauté d'enthousiastes, dissimulée parmi les forums en ligne, parlait d'un plan B, d'un prototype caché qui aurait pu déjouer le désastre. Cette lueur d'espoir, à peine perceptible, allait bientôt éclater aux yeux de ceux qui croyaient que la fin était écrite dans le métal. Quel aspect de cette débâcle vous a le plus frappé ? Est-ce la manière dont les rêves peuvent être brisés par les chiffres, ou la profondeur des pertes humaines derrière chaque décision ? Partagez votre réflexion dans les commentaires et restez attentifs. Les révélations qui suivent pourraient bien changer votre vision du mythe. Le crépuscule s'est installé sur la dernière chaîne de montage de la brume de l'époque, où la lumière des néons reflétait les silhouettes des pièces qui n'étaient jamais destinées à quitter le sol. Dans le silence de ce jour, le maître mécanicien d'Al-Nour, Ahmed, rangeait le dernier tableau de bord de la XJ220 dans une boîte d'ébène. Sa fille, Leila, à peine âgée de 2 ans, s'accrochait à son pantalon, inconsciente du poids d'un secret qui venait d'être scellé sous le couvercle de métal. La boîte, marquée d'un simple scotch, partait pour une citerne de récupération au bout de la route, où la ferraille se transformait en matière première pour des usines d'acier étrangères. Aucun des clients qui avaient signé leur chèque sur l'enveloppe d'or ne vit jamais la silhouette de ce moteur rugissant. Mais le destin d'une famille entière fut scellé dans ce geste de résignation. Au-dessus des ateliers, les dirigeants des constructeurs se retrouvaient autour de tables d'acier poli, où s'affichaient les graphiques d'un marché en contraction. La courbe de vente des supercoupés d'Europe descendait comme une pente glacée, tandis que les capitaux des fonds d'investissement s'écoulaient vers des startups promettant des batteries sans plomb. Un analyste de la Banque de Londres, encore jeune à l'époque, notait dans son carnet que la XJ220, si elle avait été commercialisée dans les années 90, aurait pu devenir le premier véhicule à franchir le seuil du million de dollars en valeur de revente. Cette prévision, jamais publiée, resterait un chiffre fantôme dans les archives de la société, une évidence qui aurait pu redéfinir la politique de prix de la marque. Entre les deux mondes, la communauté d'Harrogate, jadis animée par le bruit des moteurs V12, subissait la perte d'une identité. Les boutiques de pièces détachées fermaient leurs portes. Les cafés où les pilotes se retrouvaient pour comparer leur chronométrage se vidaient. Et les écoles mécaniques, faute d'étudiants, virent leurs programmes arrêtés. Les habitants racontaient encore les soirées où l'on entendait le vrombissement d'une XJ220 s'échapper du garage, comme un cri d'espoir dans la nuit. Leurs enfants grandissaient avec les récits d'une gloire passée, sans jamais savoir que la même industrie qui leur offrait des emplois dans le secteur du textile était en train de réorienter ses lignes vers les composites et l'électronique, laissant des ouvriers comme Ahmed à la recherche d'une seconde vocation. Le temps fit son œuvre. La première XJ220, vendue à un collectionneur privé, fut exposée dans un musée de l'automobile à Munich. Son prix d'enchère, gravé sur la tablette en verre, dépassa le million de livres sterling, bien au-delà de la somme initialement prévue. Ce qui était perçu comme une victoire post-mortelle n'était qu'une lueur dans l'obscurité d'une série de faillites qui s'enchaînèrent. Le concessionnaire de Londres qui avait financé la première série fit faillite.
La filiale japonaise qui devait assembler les moteurs ferma ses portes, et le compte bancaire de la maison mère fut mis sous séquestre pour rembourser les fournisseurs. Chaque sommet atteint par la XJ220 faisait vaciller davantage la structure qu'il avait érigée, comme une tour de cartes où chaque pièce était un engagement non honoré. Dans la salle d'exposition d'un hôtel de Dubaï, un collectionneur, Sir Karim Al-Mansour, contemplait une XJ220 sous verre tout en feuilletant un rapport confidentiel. Le document révélait que la moitié du budget initial avait été détournée vers le développement d'un tout autre projet, un prototype de véhicule à hydrogène destiné à un consortium asiatique. Cette manœuvre, orchestrée par un groupe de dirigeants financiers cherchant à sécuriser des subventions gouvernementales, avait réduit les fonds destinés à la finition de la XJ220 de plusieurs millions de livres. Le collectionneur, ignorant le passé, n'était qu'une pièce du puzzle. Mais son regard se fixa sur la plaque gravée, portant le chiffre 300 000 €. Le contraste était saisissant. L'objet d'art coûteux était devenu le symbole d'un sacrifice financier qui avait brisé la confiance de centaines d'investisseurs. Aujourd'hui, la légende de la XJ220 vit sous la forme d'un mythe que les passionnés racontent dans les salons de voitures anciennes. Une jeune ingénieure de Berlin, Clara, travaille sur une réédition électrique du modèle, promettant de récupérer le son original du moteur grâce à une simulation numérique précise. Elle se rappelle d'une anecdote transmise par son grand-père, qui avait travaillé sur le système de calibration des turbocompresseurs. Le vieil homme disait toujours que les vibrations de la XJ220 étaient comme les battements d'un cœur qui refuse de s'arrêter. Cette phrase résonne dans les couloirs du laboratoire, où chaque ligne de code porte le poids d'une promesse non tenue. La même détermination qui avait guidé les artisans de l'époque se heurte aujourd'hui à la pression des actionnaires qui exigent des résultats rapides, rappelant la même dynamique qui avait poussé les dirigeants à sacrifier le V12 pour un V6 plus économique. Pourtant, une porte entr'ouverte reste visible dans les archives de la société. Une lettre non signée, datée de 299, adressée au président de la division, mentionnant un programme secret destiné à préserver la pureté du modèle original, mais jamais publié. Ce fragment, découvert par un étudiant en histoire industrielle, laisse entendre que le projet aurait pu être relancé, mais le feu a été éteint par une décision de gestion de crise. Le secret demeure, et chaque collectionneur qui possède une XJ220 se retrouve désormais le gardien d'une vérité qui n'a jamais été exposée au grand public. Les leçons se multiplient, comme les couches de vernis qui recouvrent les carrosseries brillantes. Quand une ambition démesurée se heurte à un tableau de compte, le coût humain se mesure en heures supplémentaires, en familles fragmentées, en villes qui voient leurs usines se refermer. Une ville industrielle du sud de l'Angleterre, autrefois florissante grâce aux assemblages de pièces de carrosserie, a perdu plus de 30% de sa population active après la fin du projet. Les écoles locales fermèrent, les magasins de quartier s'éteignirent, et le silence des rues remplaça le bourdonnement des chaînes de production. Le paysage économique de la région, autrefois soutenu par l'image d'une supercoupée, fut redessiné par la prudence des investisseurs qui ne pouvaient plus croire aux promesses de vitesse. Alors que les collectionneurs célèbrent aujourd'hui leurs trophées, les voix des ouvriers qui ont laissé leurs empreintes sur les soudures se font entendre dans les archives sonores du musée. Une interview enregistrée en 2007 rappelle la phrase d'un chef d'équipe. « Nous avions construit une voiture qui aurait pu changer le monde, mais nous n'avions pas le droit de la livrer intacte. » Cette vérité, rarement évoquée, montre comment la recherche d'un prestige commercial a écrasé un rêve collectif. Le monde automobile, en observant la ascension et la chute de la XJ220, voit la mise en garde d'une leçon qui transcende les décennies. La quête de l'excellence ne doit jamais sacrifier l'intégrité du produit au profit d'un gain immédiat. Et pourtant, alors que les moteurs électriques hurlent dans les ateliers modernes, une question persiste, suspendue au-dessus du tableau de bord d'une XJ220 restaurée. Qu'aurait-il été nécessaire pour que cette machine, au lieu de sombrer, devienne le symbole d'une nouvelle ère durable? La réponse se cache peut-être dans les lettres oubliées d'un ingénieur de l'époque, dont le cahier de dessin pourrait révéler le point précis
où la ligne entre ambition et prudence s'est brisée. Vous avez trouvé ce fragment de vérité? Partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus choqué dans cette histoire et laissez-vous porter par le mystère qui attend au deuxième volet de notre enquête.